Alors, docteur Kodjo, bonjour. Bonjour, Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. je suis Jacques Richard Kodjo. Je suis, je suis juriste de formation. Euh, je travaille pour l'État, mais je revendique ma participation au plus grand parti politique du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau, et je suis citoyen béninois. Docteur Kodjo, vous venez de dire que vous revendiquez votre appartenance au plus grand parti politique de notre pays. Alors, pouvez-vous nous donner votre appréciation du procès qui retient l'attention de tous les Béninois en ce moment? Je veux parler du procès Bokor Omeki et consort. Ah, merci beaucoup. Je voudrais préciser que je ne parle pas à votre micro au nom de mon parti, parce que c'est vrai que je suis membre du groupe des orateurs de mon parti, mais il faut savoir que nous sommes un parti très discipliné. Je n'ai pas reçu mandat pour parler au nom du parti ce matin. Votre sollicitation, c'est en tant que citoyen béninois que je parle ici et que je prends la parole. Et donc tout ce que je dis ici n'engage que moi et n'engage pas mon parti politique. Alors vous demandez mon appréciation du procès qui se déroule en ce moment. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que je suis juriste, juriste bontin, et je sais, pour être juriste, que on ne commente pas un procès qui est en cours. On ne commente pas un procès qui est en cours. Un procès qui est en cours, ce n'est pas un match de football qu'on peut commenter. Alors, on peut relater les faits. Mais ça, vous, les journalistes, vous le faites déjà admirablement bien. Et moi, je ne suis pas là pour relater les faits. Et donc, je ne peux pas commenter ce qui se passe. Mais, même si en droit, nous avons la matière qui s'appelle le commentaire d'arrêt. Mais ça, c'est à la fin du procès. C'est la décision qui en est issue que nous commentons avec les éléments dont nous disposons. Mais quand j'ai dit ça, je ne vais pas me débiner. Je voudrais dire simplement que le procès que vous avez évoqué est une situation très malheureuse. Et en tant que citoyen béninois, je souhaite que ce qui est en cours s'achève très vite pour que notre pays puisse retrouver sa sérénité. Vous savez, cette situation n'est pas de nature à assurer le calme, à assurer la sérénité pour chacun de nous. Et donc, très vite, on aura réglé cette situation que chacun de nous se portera mieux. Je voudrais dire que c'est jamais avec plaisir que ces citoyens, que des concitoyens se retrouvent dans des situations délicates. Je vous ai dit que je suis juriste, je connais les implications de ces choses-là. Et donc franchement, je suis peiné et je souhaite qu'on trouve une issue favorable pour la paix, pour la convivialité. Vous voyez, ce pays est en chantier. Le chef de l'État est en train de développer ce Bénin. Et franchement, nous sommes sur une nouvelle lancée. Notre pays est en train de partir. Ces éléments-là peuvent constituer des freins à ce que nous sommes en train de faire. Mais ma réponse à votre question, je pense surtout au chef de l'État, au président de la République, au président Talon, au président Patrice Talon. J'imagine qu'il doit être très peiné par ce qui est en train de se passer. Et c'est à lui que je pense. Et c'est vers lui que ma pensée va en ce moment, en ces moments. On l'appelle le Agbonon, il est fort, il est puissant. Il a beau être Agbonon, il est un homme comme nous. Il a un cœur qui bat dans sa poitrine. Il a des sentiments. Et j'imagine que ça ne doit pas être très gai pour lui en ce moment. Alors qu'il est en train de se battre sur d'autres fronts. Le front du développement. Et il y a des terroristes qui nous emmerdent. Il y a le Niger qui continue de nous titiller. Et il fait face à tous ces fronts-là au même moment. Et en ce moment, il doit penser encore à ce procès, à un collaborateur, un vieil ami qui se retrouve en délicatesse. Ce n'est pas simple. Ma pensée va au chef de l'État et ma pensée va à tout le peuple béninois que cette situation s'arrête et que nous tous, nous puissions retrouver
Non, c'est bon, c'est levé. Nous reviendrons certainement sur le Niger concernant les terroristes que vous avez évoqués. Mais en attendant, dites-nous, quelle appréciation faites-vous du procès à Douanou et consorts? Ah, le procès de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, je peux vous avouer toute mon affliction et toute ma déception par rapport aux révélations qui sont en train d'être faites pour ce procès-là. Vous savez, avec l'arrivée du président Talon en 2016, nous avions espoir que ce type d'incurie, que ce type de situation ne puisse plus se produire dans notre pays. Mais vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont la peau dure. Alors, je suis plutôt choqué, plutôt déçu. Vous avez vu comment les choses qui sortent, un Bokonon qui est mis en jeu, toute une famille et tout le reste. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne commente pas un procès en cours, mais ce qui est en train de nous sommes en train d'entendre là, franchement, un Bokonon qui a plein de comptes de dépôt à terme, 200 millions, 150 millions, 300 millions. Ah, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment choquant, c'est peinant. Et moi, je suis vraiment peiné et je voudrais souhaiter que le droit soit dit, hein, et que les coupables soient punis. Si j'en dis plus, ça va être comme si je commentais un procès en cours, ce qu'on ne doit pas faire. Mais une chose est certaine, c'est que les comptes de l'État béninois ont été délestés de 4 milliards de nos francs. C'est impressionnant. Je voudrais m'en arrêter là pour ne pas commenter un procès en cours. Alors, docteur Kodjo, venons à présent à l'actualité liée au terrorisme et aux relations de notre pays, le Bénin, avec son voisin du Nord. Qu'en pensez-vous? Oui, je voudrais profiter de votre micro pour rendre un hommage solennel et mérité à nos frères et sœurs qui sont tombés, les armes à la main, qui sont tombés en défendant notre patrie, qui sont tombés en nous défendant. Nos frères et sœurs qui sont tombés en nous protégeant. Nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour que nous puissions dormir tranquilles dans nos maisons. Je voudrais leur rendre un hommage solennel. Je voudrais leur dire à leur mémoire que ma prière les accompagne. Et je voudrais demander à Dieu Tout-Puissant de les recevoir et de leur offrir la félicité éternelle. Car ces gens-là sont des courageux. Ces gens-là se sont battus pour nous et je voudrais leur rendre un hommage vibrant. Je voudrais avoir une pensée pour les familles de tous nos soldats qui sont décédés et de tous ceux qui sont victimes du terrorisme. Je voudrais rappeler qu'il y a même des civils qui sont victimes du terrorisme dans le parc, dans la partie septentrionale de notre pays. C'est tous ces gens, je pense à leur famille, je pense à leur progéniture. Et comme le président Talon sait si bien le faire, l'État s'en occupe. C'est vrai que l'État ne remplacera pas un père disparu, l'État ne remplacera pas un mari disparu, mais je voudrais déjà remercier le gouvernement de mon pays qui s'occupe des familles, qui s'occupe des enfants. Et je voudrais encourager le gouvernement de mon pays à faire cela. Et je ne comprends pas que nous puissions continuer à nous entretuer de la sorte. Le terrorisme, c'est une idiotie, c'est une aberration. Le terrorisme, c'est une connerie de la pire espèce. Je ne sais pas d'où ça vient et franchement,
Alors, je voudrais juste vous faire remarquer que aucun de nos pays ne fabrique des armes. Quand je vois les terroristes armés avec les armes de dernière génération, mais aucun de nos pays ne fabrique des armes. Mais qui sont ceux qui leur donnent les armes? Et qui sont ceux qui viennent nous aider à les combattre? Moi, je pense qu'il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Et il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir faire face à cela. Il faut qu'on se mette ensemble. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être la question d'un seul État. Et c'est en cela que quand vous évoquez le Niger, je suis peiné. Je suis peiné que le général Tiani et ses compères de coup d'État puissent continuer à utiliser le Bénin comme leur souffre-douleur. Je suis vraiment peiné. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vous fais remarquer que le pétrole nigérien continue à être chargé au port de Cotonou. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dès que il y a un soubresaut au Niger, on trouve que c'est le Bénin. Et là, la dernière question sur tapis, c'est des véhicules blindés que le Bénin aurait séquestrés et que le Bénin ne voudrait pas laisser aller au Niger. Quel intérêt nous avons pour ne pas laisser passer les véhicules blindés? On pose juste quelques conditions. On vous dit ouvrez la frontière pour que nous puissions faire passer les véhicules. Vous refusez. Vous dites de faire passer les véhicules par le Burkina Faso pour que ça vienne au Niger. Or, notre frontière avec le Burkina Faso n'est pas une frontière sûre. Les terroristes sont là. Alors vous voulez qu'on laisse les véhicules blindés tomber dans les mains des terroristes? Et on explique ça à nos compères nigériens, mais ils ne veulent pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas quel est le dessein du Niger. Mais dans cette affaire également, je voudrais remercier le président Patrice Talon qui fait preuve d'une sérénité terrible et d'une sagesse incommensurable. Et il gère la situation avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sagesse. Je voudrais lui demander de continuer à gérer la situation de la sorte pour que nous puissions sauvegarder le vivre ensemble avec le peuple frère du Niger. Est-ce que je vais même dire un peuple frère du Niger? Nous avons des familles des deux côtés de la frontière. C'est des familles. C'est des enfants qui sont nés d'un même père et d'une même mère. Deux sont de ce côté, deux sont de l'autre côté. Voilà ce que nous avons avec le Niger. Le Niger, c'est le Bénin. Faisons en sorte, et je demande que les responsables politiques nigériens nous aident à assurer notre vivre ensemble. Alors, vous qui êtes catholique, docteur Kodjo, pratiquant et qui le revendiquez clairement et publiquement, dites-nous, quelle est votre appréciation des vaudou-déistes dans notre pays? Je vous dis spontanément que les vaudou-déistes, si les vaudou-déistes n'existaient pas, il aurait fallu les créer. C'est une initiative formidable. Et je peux vous assurer que mon corps, mon âme et mon esprit applaudissent les vaudou-déistes. C'est une expérience formidable. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui travaillent à cela. Ma foi catholique ne m'empêche pas de tenir des propos dithyrambiques à l'endroit des vaudou-déistes. Des vaudou-déistes en tant qu'opportunité de tourisme, des vaudou-déistes en tant qu'opportunité de capitalisation et de captation de ressources pour notre pays. Alors, ma foi catholique n'empêche pas du tout cela. Je remonte simplement à Saint Jean-Paul II, lorsqu'il est arrivé au Bénin. Il a reçu Feu Sosa Guédengue et ils ont parlé ensemble. Nous, les chrétiens catholiques, nous ne vouons pas aux gémonies les autres religions. Pas du tout. Nous nous entendons et nous faisons en sorte que la foi catholique puisse illuminer toutes les autres religions. Voilà. Sans rentrer dans un prosélytisme religieux, je voudrais simplement dire que les vaudou-déistes, c'est quelque chose qu'il faut sauvegarder. Et je voudrais faire remarquer que la conférence épiscopale du Bénin était en session pendant les vaudou-déistes. Je crois qu'ils ont fini leur session le 10 ou le 11. Et dans leur communiqué final, ils ont dit qu'ils soutiennent les vaudou-déistes. Et si nos pères, les évêques, le disent de cette façon, nous aussi, nous soutenons
et nous espérons que les fruits vont porter la promesse des fleurs pour que notre pays devienne un pays rayonnant de son tourisme qui va au-delà de Ouida. Et évidemment, il y a quelques confusions, hein. Les gens pensent que oui, on a pris Ouida comme étant la capitale du vaudou. Pas du tout, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on veut rester dans la ligne de Ouida 92, on veut rester dans la ligne de la route de l'esclave, on veut rester dans la ligne de ces symboles-là. Les Vodou Days concernent tout le monde et on n'a pas dit que Ouida était le siège du vaudou. Nous savons que le vaudou est très, très prolifique dans d'autres régions de notre pays et les dignitaires sont très efficaces dans d'autres régions de notre pays. Et donc, chacun n'a qu'à rester là, mais il fallait bien choisir un lieu qui abrite les manifestations officielles. Vous avez vu l'arène qui a été mise en place à Ouida. On ne va pas se mettre à construire des arènes dans chaque ville où on pense que le vaudou est... Voilà. Donc, je pense qu'on va y aller. Et je salue d'ailleurs mon frère aîné William Kodjo, qui est le responsable de l'agence qui s'occupe de tout cela. Voilà, et je rappelle qu'il doit être très catholique aussi, et pourtant il s'en occupe avec beaucoup de dextérité. Vodou Days, vive les Vodou Days, vive les Vodou Days rénovés, vive les Vodou Days, et vive la nouvelle formule des Vodou Days pour le bonheur de notre pays. Alors, en ce qui concerne l'actualité politique, nous sommes à moins d'un an des élections communales et législatives de janvier 2026. L'opposition claironne qu'elle a obtenu du chef de l'État l'audit du fichier électoral. Nous connaissons la position de votre parti politique, mais depuis quelques jours, le président du comité mis en place pour assurer cet audit, M. Jean-Baptiste Elias, ne cesse d'appeler votre nom à chaque fois que l'occasion lui est donnée. Il dit par exemple que vous avez dit qu'il y aurait 500 000 morts sur le fichier électoral. Docteur Kodjo, que répondez-vous à M. Elias? Ah, excusez-moi, je vais vous décevoir. Je ne peux pas répondre à ce monsieur. Hein. C'est un monsieur que j'admirais beaucoup. C'est un monsieur pour lequel j'avais une grosse admiration. Alors, je vous signale que c'est pas de ma génération, hein. Et d'ailleurs, il m'arrive de l'appeler tonton JB, et simplement parce que aujourd'hui, la femme avec qui il vit aujourd'hui est une dame que je considère comme une maman pour moi, que j'appelle d'ailleurs maman, et que j'ai croisé dans la vie et dans une association d'ailleurs, où j'ai croisé celui dont vous parlez. En effet, tout le monde m'appelle pour me demander ce que je lui ai fait pour qu'il appelle mon nom et tout. J'ai bien envie de dire que bon, c'est peut-être un honneur pour moi que moi, si petit, je devienne la référence d'une aussi grande personnalité et qu'ils sentent le besoin d'appeler mon nom à chaque fois pour se donner de la contenance. La vérité, c'est que si le monsieur dont vous parlez peut utiliser mon nom pour pouvoir rayonner et gagner quelques sous, bon, pas de problème, il n'a qu'à le faire. Évidemment, il s'ennuie un peu depuis qu'il est à la retraite et que personne ne s'occupe de lui. Et il est un peu aigri, je le comprends. Il est aigri contre le président Patrice Talon qui a supprimé l'OLC. Évidemment, depuis qu'on a supprimé l'OLC, il est devenu un opposant très affiché parce qu'on lui a coupé le meilleur accomplissement de sa vie. C'est-à-dire, président de l'OLC, il régnait en maître, il en faisait sa chose, et il gérait le personnel à sa guise. Et puis bon, vous comprenez que ce soit un réel accomplissement pour un ancien infirmier. Voilà, il faut dire les choses. Jean-Baptiste Elias, pour ne pas le nommer, je l'ai connu, j'étais encore dans la presse, et il était encore collaborateur au ministère de l'Environnement. Et il titillait déjà Luc Nyakadia, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. C'est un agent de santé, mais c'est un monsieur pour qui j'avais de l'admiration. Pourquoi?
parce qu'il représente la réussite, la volonté de réussir. Parce que passer d'infirmier à administrateur pour aller à la retraite, il s'est battu. Et il s'est battu, je pense qu'il revendique même un doctorat qu'il aurait soutenu en France, donc il est docteur aussi. Alors évidemment, vous comprenez, ce n'est pas un cliché. Un infirmier qui devient docteur, je crois que c'est un accomplissement pour lui. Alors, c'est un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Et ben là, il m'a déçu. Il m'a déçu par sa grosse mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Et je pense que les personnes âgées comme lui, qui sont de mauvaise foi, sont dangereuses pour notre nation. C'est des gens qui sont très dangereux pour notre société. Alors, Jean-Baptiste Elias dit à tout le monde que moi, j'ai dit qu'il y a 500 000 morts sur le fichier électoral. J'ai envie de vous dire, et même s'il y avait 500 000 morts, on s'en fout. Ce fichier n'existe plus. Puisqu'il s'agissait d'un fichier permanent qui n'existe plus et dont on ne doit plus se servir. Donc on s'en fout. Alors, je ne vois pas le lien entre le fichier sur lequel il y aurait 500 000 morts et le prochain fichier que l'on aura seulement en octobre pour les élections de 2026. Il n'y a aucun lien. Donc s'il y a 500 000 morts sur le fichier défunt, ça ne veut pas dire qu'on remettra 500 000 morts sur le fichier qui aura en 2026. Maintenant, je voudrais me permettre de faire un topo clair à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Je vais faire un historique. Et là, je vais essayer de décrire ce qui s'est passé et je vais essayer d'être clair pour que chacun puisse comprendre. Mais la mauvaise foi de ce monsieur est quelque chose qu'il faut dénoncer et dénoncer avec la dernière rigueur. Bon, évidemment, comme il a réussi sa vie personnelle, parce que là, un ancien infirmier qui vit aujourd'hui avec une professeure titulaire du CAMES, je pense que c'est un accomplissement pour lui. Alors, je voudrais revenir, je voudrais donner des précisions. Alors, que ce soit clair dans la tête de nous tous, en 2011, 2010, 2011, nous avons décidé de créer la liste électorale permanente informatisée. Que chacun se souvienne que depuis 1990, à chaque fois qu'on devait aller aux élections, quelques semaines avant, on faisait la liste, on constituait la liste électorale. On demandait aux gens qui ont l'âge de voter de venir s'inscrire. Mais on a répété ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'était pas intéressant de créer un fichier permanent? C'est là qu'il y a eu l'idée de créer la liste électorale permanente informatisée. Sur 10 ans. Qu'on se souvienne également que quand on faisait le recensement pour la liste électorale permanente informatisée, on a recensé jusqu'à l'âge de 8 ans. Parce qu'on s'est dit que les derniers qui auraient l'âge de voter, il faut les prendre, donc c'est 8 ans, la liste avait une durée de vie de 10 ans. La liste a été mise en place en 2011 et donc en 2021, la liste arrivait à échéance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu élection présidentielle en 2021. Et la veille de l'élection présidentielle, l'ANT a remis le fichier électoral à la Sénat. Et au cours de la remise, les responsables de l'ANT ont fait comprendre au président de la Sénat que selon les statistiques de l'INSAE, de l'INSTAD aujourd'hui, que selon les statistiques de l'INSAE, il y aurait 564 et quelques morts qui sont restés sur la liste électorale. Je rappelle simplement que ceux qui ont inventé la liste électorale permanente informatisée, peut-être qu'ils ont oublié que les gens qui étaient sur la liste allaient mourir. Et donc il n'y avait aucun mécanisme pour enlever de la liste les personnes décédées. Contrairement à ce que la loi dit, la loi qui a créé la LEPI a demandé qu'on puisse mettre à jour chaque année, en début d'année, je crois, chaque mois de février, qu'on puisse mettre à jour la LEPI. Mais comme notre état civil, à l'époque, n'était pas fiable, et que nous ne
pouvions pas savoir qui est mort. En tout cas, ce n'était pas renseigné dans un fichier unique pour qu'on puisse faire le décompte. Nous n'avons pas pu enlever les morts de notre liste électorale permanente informatisée pendant 10 ans. Et donc, l'INSAE, l'INSTAD aujourd'hui, en faisant ces calculs, a dit que en calculant le taux de mortalité au Bénin, on serait autour de 564 000 morts qu'on aurait laissés sur le fichier électoral. Voilà l'origine du chiffre 500 000 morts. Et je voudrais rappeler que ça a fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie par un citoyen béninois, je crois, si mes souvenirs sont bons, Ibrahim Harouna, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour dire, mais on a dit qu'il y a 500 000 morts sur la liste, la Cour n'a qu'à régler le problème. Et la Cour, dans sa décision DCC 21-074 du 11 mars 2020, a enjoint à toutes les structures techniques de bien vouloir mettre à jour la liste électorale en enlevant les morts. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le nombre 500 000, c'est des statistiques. Ce n'est pas que c'est des morts qu'on connaît. Ce n'est pas que c'est des gens qui sont décédés et dont on a fait la liste et on a trouvé 500 000. C'est des statistiques. Donc en réalité, on ne sait pas. À l'époque, si vous vous souvenez, on avait demandé au chef de quartier de gongonner pour que les gens viennent identifier ceux qui sont morts sur la liste et tout. Ça a été fait, mais ça n'a donné aucun résultat. Voilà l'origine des 500 000 morts et voilà ce qu'il en est. Mais, je rappelle que cette liste n'est plus opérationnelle. Cette liste n'existe plus. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que nous ne sommes plus sous le régime de la LEPI, mais que nous sommes désormais sous le règne de la liste électorale informatisée. Et cette liste ne sera générée qu'en octobre, c'est-à-dire à 120 jours des élections. C'est seulement à 120 jours des élections qu'on aura cette liste. La NIP qui doit nous générer ça est aujourd'hui en train d'élaborer les algorithmes qu'il faut. Parce que ceux qui doivent voter, ceux qui ont 17 ans et qui auront 18 ans en janvier, il faudra les intégrer à cette liste. Donc, c'est seulement à 120 jours qu'on aura la liste. Et la loi prévoit l'audit populaire. Chaque citoyen pourra aller regarder sur la liste et faire les corrections qu'il faut. Et à 60 jours, l'ANIP va mettre à la disposition de la Sénat la liste, le fichier électoral définitif. Pas besoin d'aller faire un audit. En tout cas, je pense que mon oncle, mon tonton JB, il est en train de chercher de quoi manger, de quoi s'occuper. Et qu'on l'occupe, il n'y a pas de problème. Alors ne me demandez. Alors, docteur Kodjo, vous avez dit dans votre développement il y a un instant que vous avez côtoyé M. Jean-Baptiste Elias dans une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ah oui, en fait, c'est ma maman, la belle et charmante dame avec qui il vit en ce moment. C'est avec elle que j'étais dans une association, le Lions Club International, pour ne pas le nommer. Et je l'ai côtoyé de près dans cette association-là. Maintenant, je vous fais grâce des détails parce que j'ai eu également un parcours dans cette association dont je ne suis plus membre aujourd'hui. Et il y a eu voilà, vous savez, une association est faite de tout, hein. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai rencontré des dames formidables, des messieurs formidables dans cette association. D'ailleurs, j'en ai gardé de très longues amitiés à ce jour, mais également dans cette association, j'ai rencontré des gens de moralité douteuse, des gens de moralité douteuse. Quelques personnes, hein, quelques dames, mais je vous promets que si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une interview complète plus tard et je pourrai vous donner des noms, des précisions et des circonstances. Merci. Alors, docteur Kodjo, à moins d'un an des élections, il n'y a aucune candidature à l'horizon. Que se passe-t-il? Votre formation politique, par exemple, ne veut-elle pas participer aux prochaines séances électorales? Oui. Alors, vous seriez peut-être candidat? Si vous êtes candidat, tant mieux. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas de candidature?
Nous avons des candidats et les formations politiques se préparent aux prochaines échéances. Je ne sais même pas pourquoi les gens s'inquiètent pour les candidatures pour 2026. Il n'y a même pas à s'inquiéter. N'oubliez pas que nous sommes dans une réforme. Réforme électorale, réforme de la vie politique. Désormais, les candidatures ne sont plus des questions d'individus. Les candidatures sont des questions de partis politiques. Donc, chaque parti politique est en train de travailler à élaborer les candidatures et à élaborer les critères de candidature à la candidature. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait dans les formations politiques en ce moment. Alors, vous vous imaginez que chaque formation politique présentera en 2026 plus de 3000 candidats. En termes de candidats, élections législatives, élections communales, élections présidentielles, avec les suppléants et tout le reste, c'est 3000 partisans qu'il faudra identifier. C'est ce travail qui est en train d'être fait en ce moment et chaque parti politique travaille à cela. N'ayez pas peur. Demain, vous allez voter, non pas pour moi, mais vous voterez pour le parti Union Progressiste Le Renouveau. Parce que chaque parti doit avoir un projet politique qui va vendre au peuple. Et quand le peuple achète le projet politique, ce n'est pas le projet politique d'un individu, mais c'est le projet politique du parti politique. Maintenant, il revient au parti politique d'identifier l'individu qui va l'aider à mettre en œuvre son projet. Voilà les paradigmes dans lesquels nous sommes en ce moment. Je comprends que nous ne soyons pas habitués à cela, mais je pense que quelque chose est en train d'être fait. Et là encore, merci au président de la République, au président Patrice Talon, qui met en place tout le système pour que la réforme du système partisan puisse prendre pour le bonheur de notre peuple, pour l'évolution de notre peuple. Et je pense que nous allons faire en sorte de garder les acquis du pouvoir et faire en sorte que le développement qui a commencé puisse se poursuivre. Alors, docteur Kodjo, il se susurre depuis peu que le troisième mandat sera finalement consommé et il sera acté par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Mais on n'entend pas les acteurs politiques du parti non progressiste, le Renouveau par exemple, démentir cette information. Dites-nous quelque chose à ce propos. Ah non, 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 c'est non, c'est non, c'est non. Il n'est pas question du troisième mandat. C'est non, c'est non. Hein? Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le président Patrice Talon ne veut pas rester une minute de plus. Ça, c'est clair. Il n'en a aucune envie et il n'a jamais été dans son plan de rester une minute de plus. Je voudrais m'en tenir aux informations données par le porte-parole du gouvernement. Et vous savez, je comprends, vous savez que nous sommes en train de faire la réforme du système partisan. Dans notre pays, la politique s'apparente à du mensonge. C'est-à-dire que, à la limite même, des enfants quand un père ne tient pas une promesse ou bien promet quelque chose que l'enfant sait qu'il ne va pas faire, l'enfant dit à son papa, papa politique bladéné, pour dire que la politique est égale au mensonge. C'est pas normal. En tout cas, le peuple va finir par s'habituer à la nouvelle donne. Hein? Nous sommes dans une réforme. Quand on dit, on le fait. Maintenant, vous allez me dire que mon aîné Bertin Kohovi, qui est membre d'un parti de la mouvance présidentielle, moi je ne sais pas ce que mon aîné Bertin Kohovi a. Alors, je voudrais lui donner juste l'absolution qu'il est juste en train de faire un débat théorique. Mais je vous rassure qu'il n'est pas question de troisième mandat. En tout cas, dans les sphères de notre parti politique, nous n'envisageons pas un troisième mandat. Et le chef de l'État n'envisage pas cela. Je voudrais que cela soit tenu pour dit. Et nous allons trouver un candidat. Et la mouvance va gagner les prochaines élections. Nous allons gagner en 2026 pour sauvegarder les acquis du président de la République. Nous aurons un candidat
qui prendra les rênes de ce pays et nous allons poursuivre tout ce qui a été entamé. Regardez toutes les belles choses qui ont été entamées, ça va se poursuivre. Mais on n'est pas obligé de garder les mêmes individus pour poursuivre cette action-là. C'est ça que nous voulons enlever de la tête de nos concitoyens. Notre parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, ambitionne de prendre le pouvoir au Bénin et de garder le pouvoir pendant 100 ans, pendant 200 ans, pour faire en sorte que le Bénin puisse se développer. Alors quand je vous fais une projection sur 100 ans, sur 200 ans, vous comprenez que c'est au-delà des individus. Notre programme est au-delà des individus. Nous ne faisons pas un programme en tenant compte des individus. Non. Pour nous, les individus, ça passe. Les individus, c'est passager. Mais si nous avons un programme, si nous avons un dispositif qui est là, le dispositif pourra poursuivre son œuvre, pourra se pérenniser pour le bonheur de nos populations. Vous ne rêvez pas d'avoir un Bénin radieux pour vos enfants? En tout cas, moi, mon rêve le plus cher, c'est que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants puissent vivre dans un Bénin rayonnant, dans un Bénin qui égalise tous les pays les plus développés de la Terre. Et ça, nous pouvons le faire si l'Union progressiste Le Renouveau garde le pouvoir pendant 100 ans, pendant 200 ans. Un individu ne peut pas vivre pendant 100 ans, pendant 200 ans. Mais la structure va rester pour que notre pays puisse avancer, puisse se développer. Je vous remercie.